Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année 2024. Meilleurs vœux de la part du Cercle du renouvellement constitutionnel. Je pense que mes collègues se joignent à moi pour souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024, meilleure que 2023. En tout cas, elle démarre, pour ma part, sous de bons auspices. Donc, je souhaite la même chose pour tout le monde. Nous poursuivons nos travaux, évidemment, par l'analyse de la Constitution de la Ve République. Nous en sommes toujours au préambule. En l'occurrence, la Charte de l'environnement de 2004, avec l'examen aujourd'hui de son article numéro 8 que va nous soumettre Christian. Christian, je te cède la parole. Merci. Donc, nous en étions arrivés dans l'énumération des articles, nous en étions arrivés à l'article 8. L'article 8 de la Charte de l'environnement dit ceci: l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Alors, j'ai tout d'abord cherché à énumérer quels étaient ces droits et ces devoirs, puisqu'on nous dit que, en fait, cet article 8 est intéressant dans la mesure où il va nous permettre de réviser tout ce qui a été dit dans la charte jusqu'à lui. Donc, quels sont ces droits et ces devoirs qui sont définis par la charte et que l'article 8 instaure en tant que socle pour rien moins que l'éducation et la formation à l'environnement. Alors, il y a en fait 2 droits et 5 devoirs. Les 2 droits, c'est vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, énoncé par l'article 1. Et l'autre droit, c'est accéder aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques et participer à l'élaboration des décisions publiques, donc la démocratie participative. Voilà les 2 droits qui sont énoncés par la charte. Pour ce qui concerne les devoirs, il y en a 5. Alors, ils ne sont pas toujours formulés en termes de devoirs impératifs, vous allez le voir. Le premier devoir, c'est prendre... Alors, oui, j'ai oublié de dire que le droit d'accession aux informations et le droit de participer le droit d'intégrer la démocratie participative pour l'élaboration des décisions publiques, c'est l'article 7 qui l'énonce. Alors, pour ce qui concerne maintenant les devoirs, il y en a 5. Il y en a 5. Le premier est énoncé dans l'article 2. C'est le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. On ne va pas refaire l'analyse critique. Hein. Voilà. C'est extrêmement vague. Voilà. Le deuxième devoir est énoncé par l'article 3. C'est le devoir de prévenir les atteintes qu'on est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut d'en limiter les conséquences, virgule, dans les conditions définies par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne dit rien, il faut les voir dans la loi pour savoir qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour prévenir les atteintes à l'environnement. Troisième devoir, on a le devoir de contribuer. Alors quand je dis on, en fait, c'est les citoyens, hein. C'est tous les citoyens français. Voilà. Tous les citoyens français ont le devoir de contribuer à la réparation des dommages qu'on a causés à l'environnement, virgule, dans les conditions définies par la loi. C'est-à-dire que là aussi, la charte ne nous dit rien du tout, si ce n'est qu'il faut aller lire le code de l'environnement, document beaucoup plus touffu, hein, puisqu'il y a des dizaines, voire des centaines de pages. Voilà. Et quatrième devoir, et là cette fois, le quatrième devoir, le cinquième devoir, c'est le devoir qui s'applique à l'État. Intéressant. L'État, ça s'appelle les autorités publiques ou les politiques publiques. Donc les autorités publiques veillent à ce que, alors c'est un devoir qui est énoncé sous forme de conseil. Hein, voilà. Bon, les autorités publiques vont veiller
à ce que, alors c'est le fameux article 5, hein, le principe de précaution, veiller, c'est-à-dire lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent à appliquer un principe de précaution, et voilà, et pour parer à l'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires. On a vu tout ça. Donc ça, c'est le quatrième devoir. Et le cinquième devoir, il s'applique aussi à l'État. Donc il y a 3 devoirs qui s'appliquent aux citoyens et 2 devoirs qui s'appliquent, 2 obligations, 2 contraintes qui s'appliquent à l'État. Le cinquième, c'est les politiques publiques, c'est-à-dire l'État, à travers ses actions de politique publique, doit, cette fois, c'est pas veille à, c'est il doit promouvoir un développement durable. Bon. À cet effet, cette promotion du développement durable doit concilier le développement économique, la protection de l'environnement, la mise en valeur de l'environnement et le progrès social. On a vu ces 4 objectifs simultanés et conjoints qui étaient compatibles ou pas. On a vu ça, on ne va pas y revenir dessus. Alors, donc ça c'est la première partie de cet article 8, plutôt la deuxième partie, qui dit que il y a des droits et des devoirs, hein, qui doivent être intégrés dans l'éducation et la formation. Alors, qu'est-ce que c'est donc que l'éducation et la formation à l'environnement en France? Alors, afin de ne pas dire des choses qui pourraient être subjectives, hein, j'ai tout simplement cherché dans le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, associé au ministère de la Transition énergétique. Donc, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, qui a été créé en 1971, il a changé de nom plusieurs reprises. Il s'appelle aujourd'hui le ministère de la Transition écologique. On a vu que le mot transition écologique ne veut strictement rien dire. Et de la cohésion des territoires. On associe la transition écologique et la cohésion des territoires. Si on ne fait pas une transition écologique, apparemment, c'est pas possible que les territoires soient cohérents. Bon, donc je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'énoncé de ce ministère, mais on en parlera peut-être une autre fois. Et le ministère de la Transition énergétique, bon ça c'est très clair, la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on a certaines formes d'énergie hein, qui sont plus possibles, et on va un ministère qui va s'occuper de trouver des nouvelles énergies. Alors, moi j'ai une première remarque à faire, liminaire, c'est pourquoi il n'y a pas un ministère de la transition métallique. Parce que on va avoir un problème d'énergie, il n'y a plus d'énergie, il en faut de l'autre, on n'a plus de métaux non plus. Hein. On commence à faire la transition métallique. Bon, ça n'est pas de ministère pour ça. Bien, alors, ces 2 ministères, ce sont donc, on va associer. Parce que ça ne doit pas être des ministères, mais du coup, ça va être des mystères. Oui. Ah, moi, j'adore les mystères en dessert. Hein. C'est très bon, ça, les mystères. Et donc, ces 2 ministères sont associés pour nous dire ce que c'est que l'éducation et l'environnement, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Voilà. En fait, l'éducation à l'environnement, qui est indiquée de façon littérale hein, dans l'article 8, l'éducation et la formation à l'environnement, ça devient l'éducation et la formation à l'environnement et au développement durable. C'est-à-dire qu'il y a une synonymie absolue. On avait déjà en filigrane, mais notamment dans l'article 5 hein, de la Charte de l'environnement, on avait compris que, en fait, l'environnement, c'est le développement durable. Hein. La Charte de l'environnement, c'est la Charte du développement durable. Et c'est concrétisé, donc c'est formalisé de façon absolument sans ambiguïté aucune dans
selon les écrits, hein, les prescriptions de ces deux ministères, puisqu'on a éducation à l'environnement et développement durable. C'est-à-dire qu'on doit éduquer les Français au développement durable et à l'environnement en même temps, c'est la même chose. Alors, voici comment on définissent cette éducation. L'éducation à l'environnement et au développement durable est au croisement de deux préoccupations. Bon, je lis à stricto sensu ce qu'écrit le ministère. Hein. L'éducation à l'environnement et au développement durable est au croisement de deux préoccupations, préserver les conditions d'habitabilité sur la planète et prendre en considération l'ensemble des dimensions du développement durable, dans ce cas en se référant au cadre que constitue l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable. Selon le développement GreenComp, alors bon, il aurait pu avoir une traduction française, hein, bon. Selon ce document qui établit le cadre européen des compétences en matière de durabilité, il s'agit de faire des besoins de toutes les formes de vie et de la planète une priorité, en veillant à ce que l'activité humaine ne dépasse pas les limites planétaires. Cette approche intègre et dépasse le respect de l'environnement, en reconsidérant la place des humains et le sens qu'il faut accorder au développement de société. Alors, l'éducation à l'environnement et au développement durable comprend trois choses. Hein, et comprend une acquisition de connaissances concernant le monde des non-humains, ses mécanismes, ses interfaces avec l'usage qu'en font les sociétés. 2. Un apprentissage transformateur dont l'objectif est de changer la personne, changer ses points de vue, changer l'individu, hein, changer le citoyen, changer ses points de vue, changer ses croyances, changer ses comportements. Et changer les institutions sociales. Voilà. Deuxième objectif. Et alors, GreenComp, dans le cadre européen, des compétences en matière de durabilité, il faut, GreenComp doit donner les clés pour comprendre les enjeux du développement durable et agir. Voilà. Bon. Alors, la synthèse, la conclusion, c'est que la transition écologique, bon, on a dit déjà que la transition écologique, ça ne veut rien dire. Voilà. On transite d'un endroit à un autre. La transition énergétique, oui. Hein, on a une certaine forme d'énergie, on va en avoir une autre. La transition écologique, on a une écologie, on va en avoir une autre. Bon. Se fera de manière consciente en mesurant les différents enjeux et en reconnaissant les arbitrages nécessaires. Cela suppose que tout citoyen, nous y voilà, l'éducation, effectivement, tout citoyen appréhende et s'approprie les enjeux du changement climatique. Donc la formation, il faut former tous les citoyens pour qu'ils puissent appréhender et s'approprier les enjeux du changement climatique. Là maintenant, on a le changement climatique qui arrive en pôle position. La raréfaction des ressources, ça c'est en numéro 2, hein, c'est moins important que le changement climatique. En numéro 3, on a reconquête de la biodiversité. Voilà. Et puis, en numéro 4, s'atteler à établir un modèle économique et social renouvelant nos façons de consommer, de produire, d'habiter, de travailler, de vivre ensemble. Voilà. Donc, les quatre objectifs dans l'ordre d'importance. Numéro 1, c'est le changement climatique. Alors, l'éducation à l'environnement et au développement durable constitue un point d'appui essentiel à l'accompagnement, un point d'appui essentiel d'accompagnement des politiques publiques du ministère. Donc, ce ministère de l'environnement, de la cohésion sociale, de la transition, son socle premier, c'est l'éducation et la formation. Avant toute chose, avant d'agir, il doit former les gens, il doit sensibiliser le public à tout ça. Alors, comment il va faire? Il y a trois modes d'action. Hein. Il y a une diversité d'initiatives et d'actions qui peuvent relever de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation, de la participation des acteurs, enfin, académiques, associatifs, entreprises, on fait comme on veut. Il y a une diversité d'actions et d'initiatives.
Ensuite, ça doit se déployer pour tous les publics tout au long de la vie. Alors, tous les publics et tout au long de la vie, hein, de la naissance à la mort. Et troisièmement, elle doit donner les clés pour comprendre les enjeux de la transition écologique. D'abord, on explique ce qu'est la transition écologique. Permettre les transformations qui soient appropriées par le plus grand nombre en concourant à la mise en mouvement des citoyens et des parties prenantes en faveur de la transition. Voilà. Alors, il y a un cadre stratégique, alors il y a une loi. Il y a une loi, c'est la loi 2021-1104 du 22 août 2021, portant sur la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, donc il y a une loi une loi qui va permettre de rétablir le climat. Une loi pour le climat. Et cette loi donc qui dit que bon, on va être obligé de limiter à 1,5 l'élévation du degré jusqu'à 2100. Cette loi, elle dit d'autre part que le fondement de tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation au développement durable pour tous. L'éducation au développement durable pour tous, c'est ce qui est écrit. Du primaire jusqu'au lycée. Alors, bon, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des actions citoyennes, hein, qui, par l'intermédiaire des associations, des institutions, tout type d'acteurs, tous ceux qui veulent, tous les bénévoles, tout ça. Bon, mais, disons, à la manœuvre, il y a l'État, de par ces institutions de l'éducation nationale, hein, du primaire jusqu'au lycée, développement durable pour tous. Et notamment l'article 5 hein, de cette loi contre le climat, enfin, contre le réchauffement climatique du 2021, 22 août, elle fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable une mission fondamentale du service public d'éducation. Donc, il y a une loi qui assigne au service public de l'éducation, à l'éducation nationale, une mission fondamentale. Alors, c'est une mission fondamentale, c'est avant apprendre les mathématiques, c'est plus important que d'apprendre l'histoire. La mission fondamentale, c'est éduquer à l'environnement et au développement durable. Hein, voilà. Alors, elle ajoute, il ne s'agit pas d'un apprentissage théorique qui serait dégagé des politiques concrètement à l'œuvre. Hein, ça ne doit pas être un apprentissage théorique, c'est un apprentissage concret. Ainsi, chaque politique publique à vocation environnementale est appelée à intégrer une dimension éducative. Donc, ce n'est pas théorique, c'est toutes les politiques publiques, chaque fois qu'on fait de l'environnement, on doit éduquer. Donc il y a vraiment, c'est très intéressant, une volonté qui se traduit par la loi, donc n'est pas contestable, de faire, mais en même temps d'éduquer. Voilà. Donc ça s'appelle, en termes politiques, le bourrage de crâne, hein, dans la mesure où l'État quelque part se défausse de ses commandements opérationnels en disant, vous voyez, je vous explique bien ce que je fais, et finalement, ben, je ne fais que ce que vous avez compris qu'il fallait faire. Voilà. Et puis, les axes stratégiques, on terminera là-dessus, les axes stratégiques de l'éducation à l'environnement et au développement durable, elles s'inscrivent dans un cadre international qui s'appuie sur deux piliers, c'est l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable, ça s'appelle ODD, de l'agenda 2030, dans toutes ses composantes. Voilà. Donc, ce document du ministère de la Transition écologique se termine avec des conseils aux élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Voilà. Il y a le guide de l'éco-délégué au collège, il y a le guide de l'éco-délégué au lycée, et puis on conseille de consulter le site EduScol
du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc, voilà, donc, non pas une analyse critique, mais ils ont une explication de ce qu'on doit en fait déduire et lire de cet article 8. Je préfère m'en tenir à cette, disons, cette explication objective afin de réserver mes critiques subjectives aux échanges que nous allons avoir sur cet article 8. Merci Christian. J'ai présenté mon écran où j'affiche l'article 8. Est-ce que c'est enregistré également ce que je présente, Christian? Je pense que ça peut aider. Absolument, c'est enregistré tout, puisque c'est une capture d'écran et de son écran, donc voilà. Tu peux l'enlever là pour le coup, parce que là, ça fait un moment qu'il s'est affiché, mais bon, voilà. Au moins, on sait qu'on est sur l'article 8. Oui, mais là, tu peux peut-être l'enlever. Vous préférez que j'enlève? Oui. Alors, je vais commencer du coup. Alors, merci de cette présentation, bon, qui effectivement ne bouge pas sur des points de pénalité. Ce qu'on pourrait peut-être discuter maintenant. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je fais référence donc à Greencomb, puisque effectivement cet article 8, il est assez vide et du coup il renvoie plutôt à ce qu'on a fait le ministère de l'Environnement et de je ne sais plus quoi, là, de l'aménagement du territoire. Greencomb, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un document européen. D'accord. Issu de des technocrates. Des technocrates européens, voilà, d'accord. Oui. Donc en fait, c'est ce qui des experts. Ça va être de nouveau un collectif d'experts. Ils auraient pu faire une convention citoyenne, ça aurait été encore plus démagogique, pour entériner ces avis d'experts et tout ça, et nous priver encore plus de démocratie. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je trouve très ennuyeux, c'est cette question quand même d'éducation. Je pense quand même qu'il faut quand même le relever, parce que les mots ont quand même un sens, au-delà de l'analyse sémantique et syntaxique des articles. Je ne pense pas que ça soit du rôle de l'État d'éduquer les citoyens, de les instruire, oui, sans doute, mais de les éduquer, peut-être de les sensibiliser, voilà, mais d'inciter au débat au moins. Ça, par contre, faire vivre le débat public, ça fait partie des tâches de l'État, mais certainement pas d'éduquer. Et là, on voit bien d'ailleurs toutes les dérives que ça apporte, parce que éduquer, ça veut dire changer les individus. Ça veut dire changer les institutions sociales. C'est explicitement ce qui a été dit. Mais de quel droit, selon quelle prérogative change-t-on l'être humain? Mais c'est assez hallucinant. Donc ça, c'est quand même une chose importante et qui, pour moi, vaut veto à ce genre de truc. C'est pas on n'a pas de vocation. On a à transmettre le passé, oui, ça d'accord. Mais éduquer, c'est autre chose, c'est du dressage. On est dans le dressage. Donc là, au-delà, on peut dire que c'est une analyse subjective, ce que je suis en train de faire. Moi, ça me semble, les mots ont un sens quand même et ça ne me semble pas subjectif quand même. Après, il y a 4 objectifs, visiblement. Et le 4e est en fait le seul qui devrait exister, c'est-à-dire de changer les modes de production et de changer les modes de consommation, si vous voulez. Mais là, comme par hasard, ça arrive en dernier. Et on voit bien qu'en fait, absolument rien dans ce domaine n'est fait. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on continue les mêmes modes de production et de consommation. Donc, c'est une vaste tarte à la crème, je dirais, ce truc. En gros, c'est du blabla. Moi, ces actions du ministère, pour moi, c'est juste du blabla qui permet en fait de ne rien faire
et en fait de faire porter la responsabilité comme si la responsabilité était seulement individuelle, elle n'était pas collective, on n'était pas dans un monde social, dans un monde avec justement des règles qui permettent de faire des choses et de ne pas en faire d'autres. Et donc de rejeter ça en fait sur les citoyens. C'est un peu comme le tabac, si vous voulez, où en fait il y a des produits dedans qui vous créent une addiction, mais comme pour rejeter la responsabilité si vous avez un cancer, bon, vous avez mis des paquets absolument avec des photos horribles dessus. Comme ça, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui il n'y a aucune responsabilité de la société là-dedans sur ça. Et là, on est exactement dans le même schéma, en définitive, de culpabilisation des citoyens, d'infantilisation des citoyens. C'est le pendant, quelque part, de cette notion d'éducation. Nous, on sait, on est les experts, les aristocrates, qui sacheront ce qui est bon pour vous, et puis vous êtes des imbéciles, et puis si on est demain dans la panade, bien ça sera de votre faute et vous en subirez les conséquences. Voilà en gros moi ce que m'inspire cet article. Jean-Charles. Oui. Alors, donc, moi, je vais me rabattre sur la rédaction en elle-même, c'est-à-dire le mot à mot, enfin le sens de la phrase, mais tout l'exposé de Christian va alimenter ce que j'ai à en dire. Et la première réflexion, je n'ai pas produit le travail de Christian, et c'est très bien qu'il l'ait fait, mais voilà, je reprends le truc. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la charte. C'est-à-dire que on missionne, en quelque sorte, on missionne l'éducation et les formations à l'environnement, c'est-à-dire quelque part tout le ministère de l'Éducation, les écoles, les universités, toute cette administration et tout ce pan entier de la République a contribué à l'exercice des droits et devoirs définis par la charte. Bon, déjà, on responsabilise l'école autour de cette action. Donc, on a une charte là qui vient et qui prend à bras-le-corps tout un pan d'activité de la nation, l'éducation, et qui la somme, d'une certaine façon, de collaborer aux injonctions de cette charte. Pourquoi pas, ce sont des choses qui se font, hélas. Enfin, ça se fait, mais là, j'ai l'impression que ça se fait d'une façon comme ça tombe sans que rien n'ait été discuté avec les parties prenantes, et en particulier le ministère de l'Éducation, etc. Bon, quand il s'agit de penser faire une chose et de se dire « Ah ben, ça serait bien que l'éducation et la formation aient à voir là-dedans », on aurait pu écrire l'article en disant que les droits et devoirs définis par cette charte comment dire, projetés s'inscrivent dans les programmes d'éducation et de formation. C'est-à-dire inverser la phrase et dire on va mettre l'école, la formation, enfin tous ces organes, au courant de ses droits et devoirs. À la limite, c'est de l'information. Mais on n'est pas en train de dire et de sommer le ministère de l'Éducation et toutes les écoles de France, toutes les universités de France de collaborer à ça. La chose la plus, qui tombe sous le sens, c'est d'écrire une loi et de se dire, enfin une loi qui est censée servir à tous et être bénéfique à tous, etc. Donc, la démarche minimale et acceptable, c'est de dire, on va informer tout le monde et on va inscrire ça dans des bouts de programme à certains endroits, dans le programme éducatif, etc. Donc, ça serait intéressant. Enfin, ça serait acceptable de dire, voilà, on fait quelque chose, on inscrit des droits et des devoirs, c'est inspiré par un certain nombre d'injonctions, plus ou moins correctement adossées, moralement acceptables, etc. Voilà, on va informer les enfants, les étudiants, la population à travers un certain nombre d'actes. Mais non, là, ils font l'inverse. Voilà. Et le fait qu'ils fassent l'inverse, c'est là que l'exposé de Christian est intéressant, parce que d'une certaine façon, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, mais ce que j'ai ressenti dans l'exposé de Christian, c'est que le point d'appui,
il a bien insisté à divers endroits de son exposé que le point d'appui essentiel, fondamental de l'activité du ministère du développement durable, enfin puisqu'il a changé de nom, de la transition, de ce que vous voulez, ce point d'appui fondamental, c'est l'éducation. Ça passe par l'éducation, la formation. On a l'impression, après le développé de Christian, qu'en fait, à part écrire des lois, faire du blabla, intimer l'ordre, générer des injonctions, que ce ministère n'a pas d'autre possibilité d'action que de faire du lavage de cerveau et d'insister sur tout un pan, instiller l'idéologie à travers l'éducation et la formation. J'ai l'impression que c'est au bilan de notre conversation, mais peut-être qu'il faudrait réviser cet avis et l'explorer, que le ministère de la transition écologique, donc toute cette activité environnementale dans les ministères et même dans l'Europe, ne consiste que par une espèce de grand lavage de cerveau qui passe par l'éducation et la formation. Et ça expliquerait l'inversion d'écriture qui commence par dire que l'éducation et la formation contribuent à l'exercice des droits, au lieu de dire, ben voilà, les droits et devoirs dus au développement durable sont portés à la connaissance via l'éducation et la formation, c'est-à-dire faire l'inverse qui serait à peu près acceptable. Mais voilà, donc on a cette inversion, et au bout de cette inversion d'écriture, on constate, et avec à force de l'exposé de Christian, on constate une espèce d'impuissance, d'action. Donc au lieu d'agir véritablement sur les choses, on génère des lois et on génère de l'idéologie avant tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bonne remarque, Jean-Charles. Cette inversion est tout à fait pertinente. Le point me semble tout à fait pertinent d'avoir inversé en définitive le principe qui se trouve du coup délégué dans la loi. C'est une autre variante, je dirais, de déléguer à la loi de dire bah, on pose un principe et puis dans la loi bah, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on peut nier le principe. Là, on a complètement même délégué le principe dans la loi et il n'y a plus que c'est normatif, il faut que ça soit comme ça dans le principe. Effectivement, c'est un cran plus loin. Je pense que ça mérite un point de pénalité en tant que tel aussi, je dirais. Voire un veto, un deuxième veto, je dirais. Christian. Oui, alors j'ai dit tout à l'heure que je ne critiquais pas, je n'allais pas critiquer dans un premier temps cet article 8, que j'allais d'abord l'expliquer, montrer tout ce qu'il dit, monter tout ce qu'il dit sous toutes ses facettes. Et bien entendu, lorsqu'il va s'agir de porter un jugement sur cet article 8, c'est un veto absolu. C'est un veto absolu d'un point de vue de l'éthique politique. C'est-à-dire, est-ce qu'une constitution peut écrire cela ? Est-ce qu'une constitution peut dire, et là j'approuve à 100% ce qu'a dit Jean-Charles à propos de cette inversion, également soutenu Luc, l'éducation, l'éducation nationale contribue à l'exercice des droits. C'est-à-dire que grâce à l'éducation nationale, on va pouvoir appliquer la loi. On avance. On commence à appeler un chat. Le rôle de l'éducation nationale, c'est faire en sorte que les futurs citoyens appliquent bien la loi. Non, jamais. Jamais ça. Adolphe l'a fait, n'est-ce pas, et d'autres, mais pas une démocratie, pas une république. Bon. Donc, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale d'apprendre aux jeunes adultes à appliquer la loi? Ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. Il faut appliquer la loi, mais ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. Bon, ça c'est très important.
si on considère que c'est un principe, si on considère que la rédaction d'une constitution doit répondre à un certain nombre de principes, disons, des choses qu'on ne doit pas faire ou des choses qu'on doit absolument faire, les choses qu'on ne doit pas faire, c'est écrire dans une constitution ce genre de choses. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est lorsqu'on regarde ses droits et ses devoirs, c'est pas vraiment des droits et des devoirs qui relèvent de la loi, parce qu'ils sont pas précis, c'est plutôt des commandements qui ont quelque chose de religieux. En fait, c'est une Bible, c'est du commandement religieux. Et du coup, on passe de l'éducation a pour objectif de faire en sorte que le futur adulte applique la loi, à l'éducation a pour objectif que le futur adulte croit à cette religion. Donc, c'est une religion d'État. Nous sommes entrés dans, plus grave encore, me semble-t-il, que un État qui apprend à ses petits-enfants à appliquer la loi, un État qui inculque une religion. Si je peux me permettre, je peux, juste pour illustrer l'angle religion, je reprends simplement les verbes des articles droits et devoirs que tu as cités, c'est-à-dire participer à, prendre part à, prévenir, veiller, contribuer à. Donc voilà, pour alimenter donc cet aspect religieux, on voit la mollesse de ces verbes qui ne sont pas des verbes durs dans des actions, ce sont des injonctions plus ou moins des souhaits, on va dire. C'est plus des souhaits. On est dans le domaine du droit, on est dans le domaine de la prescription religieuse. Alors bon, voilà. Très bien, il peut y avoir la religion du réchauffement climatique, il peut y avoir la religion du développement durable, bon, on l'a assez dit, moi je l'ai assez écrit en long, en large et en travers, on peut avoir cette religion, mais dire ça va être le rôle de l'éducation nationale d'inculquer à tous les petits-enfants cette religion, bon, ça devient une religion d'État. Alors moi il me semble qu'il y a une loi, je ne sais plus là, en quelle année, une loi qui a séparé l'Église et l'État, hein, séparation de l'Église et de l'État, et là, bon, on a une église nouvelle, alors bon, on a déjà abordé le sujet en partie dans au CDRS, au Centre du renouvellement, cercle du renouvellement spirituel. J'ai indiqué que, de mon point de vue, le croissancisme et le développement durable, bon, c'était une nouvelle religion. Eh bien, cette religion, on constate qu'en France, en tout cas, elle est étudiée dans les écoles. Elle est apprise en tant que chose qu'il faut absolument intégrer, et c'est une mission fondamentale de l'État français, hein, et donc c'est écrit, de faire en sorte que tous les petits enfants, tous les petits adultes intègrent bien cette religion du développement durable. Donc, c'est un veto pour deux raisons. Pour donc je dirais l'incohérence, mais l'interdiction à une constitution de donner mission à un service public d'enseignement de faire appliquer la loi. Et en l'occurrence, il s'agit là de quelque chose de plus fort encore que la loi, qui est une croyance religieuse. Et donc, c'est un double veto que je propose. Voilà. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Jean-Charles, est-ce que tu… Oui, une petite remarque encore une fois, sur l'écriture même. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs. Voilà, c'est encore une fois, on le voit, mais comme le nez au milieu de la figure, surtout après notre discussion, contribuer à l'exercice des droits et devoirs. C'est-à-dire que l'éducation et la formation, enfin, qu'est-ce qui contribue à l'exercice des droits et devoirs habituellement? C'est la police, c'est l'armée, c'est les juges, sont des autorités agissantes, nanties d'un certain pouvoir. Contribuer à l'exercice des droits et devoirs, c'est à cela qu'on demande habituellement. Et on voit que là, on dit que c'est l'éducation et les formations qui doivent contribuer à l'exercice de ces droits et devoirs.
Mais c'est une. Alors, on a parlé d'inversion, mais là, c'est carrément c'est du non-sens, de l'ineptie totale, de demander à l'éducation et à la formation de contribuer à l'exercice. C'est-à-dire du genre, on aurait les étudiants et leurs professeurs qui feraient des descentes dans des endroits en France pour dire, nous allons contribuer à l'exercice des droits et des devoirs et nous allons faire les redresseurs de tort par rapport à ceux qui polluent ou ceux qui, etc. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà, je voulais insister sur cet aspect-là sémantique du signifiant lui-même de ces mots, ils sont absolument abjects. Voilà. Mais ça d'autant plus parce que c'est ce qui se produit dans la réalité, puisqu'on a des descentes avec des gens, par exemple, si on parle de la chasse, avec des gens qui vont intervenir là où il y a des chasseurs, là où il y a je ne sais quoi. Les véganes contre les boucheries. Voilà, par exemple. Mais on est dans cette… Et quelque part, ici, on ouvre la porte à tout ça, à ce genre de choses. Ou à des interdictions, je sors un petit peu du cadre, mais ou à des interdictions de conférences qui se tiennent dans certaines universités, de professeurs, de machin, etc. Or que la liberté d'enseignement, surtout à l'université, normalement est garantie. Je n'ai pas vu ça si c'était une garantie constitutionnelle, mais c'est au moins une garantie normalement qui doit figurer dans le corpus législatif. Bon, bref. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour cet article 8. Merci, messieurs.